Georges Besse, le patron de la régie Renault, assassiné en plein Paris ce soir. Pas de revendication, mais la police pense qu'il s'agit d'un attentat d'Action Directe. Un tract, siglé Action Directe, retrouvé le lendemain au métro Raspail, et les journalistes abandonnent le conditionnel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est donc bien Action Directe qui a tué Georges Besse, le patron de Renault, hier soir à Paris. Les policiers l'avaient pressenti presque aussitôt à cause du style de l'attentat, bien dans la manière de ce groupe terroriste d'extrême gauche. Moins de 24 heures après le drame, on connaît les coupables. Reste une question posée par Yves Mourouzi. Pourquoi la mort par assassinat d'un chef d'entreprise, homme tranquille et déterminé? La mort de Georges Besse. Traumatisme et stupeur, les terroristes ont donc décidé, cette fois, de s'en prendre à l'un des plus grands patrons de l'industrie française. Devant des militants du RPR, le ministre de l'Intérieur prend déjà des mesures radicales. Nous sommes en face de gens qui ont un comportement qui relève davantage de la psychopathie que d'autres choses. Et nous ne pouvons pas lutter contre eux avec des méthodes ordinaires. Pour retrouver ces psychopathes, grande première, le ministre promet une récompense et fait placarder dans tous les commissariats les visages de Joël Aubron et de Nathalie Ménigon. Elles n'ont pas 30 ans, mais ces deux jeunes femmes sont avec Jean-Marc Rouillant, déjà bien connu des services de police. Depuis 1979, Action Directe mène en effet une lutte armée en mitraillant des bâtiments du patronat ou de l'État. Puis à partir de 1983, changement de cible. Au début, c'est vrai qu'on pouvait penser que c'était des enfants perdus de mai 68. On les considérait un peu comme des rigolos, quoi, je veux dire. Quand même, on les considérait un peu comme des rigolos. On les a plus considérés comme des rigolos quand ils ont commencé, je répète, à faire des braquages, même sans victime, à tuer les deux flics avenue Truden. 2 ans plus tard, c'est un haut responsable de la politique d'armement de la France qui est tué par Action Directe. Le général Audran est abattu à bout portant devant chez lui. Les membres d'Action Directe sont devenus des pros du terrorisme et de la clandestinité. Des pros que la police va mettre du temps à retrouver. On voit ici les forces de police qui continuent actuellement la perquisition en la présence plus exactement de Jean-Marc Rouillant dans cette ferme, dans ces locaux où donc le groupe d'Action Directe se trouvait depuis 3 ans. 3 ans que les terroristes d'extrême gauche se cachent dans le petit village de Vitry-aux-Loges dans le Loiret. C'était des gens très très bien. Elle qui était bien, moi je connais que... Les relier à telle ou telle affaire. Bon, dans la ferme de Vitry-aux-Loges où ils se planquaient, on retrouve des morceaux de la serviette de Georges Besse, des documents, etc., etc. Enfin bon, bref, ils retrouvent des tas de choses qui relient les gens d'Action Directe à l'assassinat de Georges Besse. Des preuves à défaut d'aveu, car aucun des 4 accusés ne parlera, ni pendant l'instruction, ni pendant leur procès. Les 4 membres d'Action Directe refuseront même d'être présents à l'audience. Pour eux, ce procès n'est rien d'autre qu'une mascarade de justice. Comme l'affirme leur avocate, Maître Coutempère. Il y a un semblant d'habillage judiciaire avec beaucoup de papiers. Mais d'une part, vous avez la présentation des coupables à l'avance, donc c'est l'ennemi désigné, et c'est l'État qui décide. Le procès se tient à huis clos, en présence de Madame Besse et de ses 5 enfants. Nous avons, mes enfants et moi, des comptes à demander. J'ai tué froidement mon mari. Et c'est pour cela que la justice fonctionne dans notre démocratie. C'est donc une chose capitale, non seulement pour nous, mais au-delà de nous, pour la façon de vivre librement dans un pays comme la France. Après 4 jours d'audience, le verdict est prononcé devant un box vide. Car dans cette affaire en apparence si simple, rien n'est totalement ce que l'on croit. Prenons les accusés d'abord. Ces jeunes gens qui préparent la révolution dans une ferme du Loiret ne sont pas si isolés que cela. La preuve, les documents retrouvés lors de leur arrestation, examinés à l'époque par Roland Jacquard, spécialiste du terrorisme. En ce qui concerne les autres documents qui ont été trouvés, ils sont très importants parce qu'ils montrent que les connexions qu'avait Action Directe avec la plupart des grands groupes terroristes internationaux, Brigade Rouge, Fraction Armée Rouge
en Allemagne, les cellules communistes combattantes en Belgique, les Grappo en Espagne et même des mouvements terroristes moyen-orientaux, tout cela montre que Action Directe est au centre d'une vaste toile d'araignée internationale et à mon avis on en reparlera beaucoup dans les prochaines semaines. Il ne faut pas oublier que la documentation qui a été trouvée, mais c'était extraordinaire, ils avaient même des badges pour rentrer dans des bases aériennes. Ils avaient des plans de l'OTAN en Allemagne, ils avaient des plans de tous les militaires français avec leurs déplacements. Donc tout ça, ça pouvait servir un service de renseignement extérieur à l'époque de la guerre froide. Et donc je pense que il y a quand même des gens qui, à un moment donné, se sont dit on va utiliser tous ces anarchistes à droite et à gauche. Car il est clair que l'assassinat de Georges Besse par Action Directe était un assassinat commandité. Mais pourquoi des services secrets étrangers s'intéresseraient-ils au PDG de la première entreprise française? Peut-être parce que la victime est bien plus que le patron de Renault. Alors, Monsieur Besse a été présenté comme le gentil président du groupe Renault, mais Monsieur Besse était le père du nucléaire en France. Le nucléaire est-il la raison de la mort de Georges Besse? Pour comprendre pourquoi il a été tué, il faut d'abord remonter le film de son histoire. Le salon de l'auto de la Porte de Versailles. Au moment où il est assassiné, on connaît peu de choses de Georges Besse. Est-ce que vous voulez voir les moteurs? Oui. Eh bien, venez voir, il y en a là. Besse, c'est le patron moderne, le bon père de famille. Parce que moi, pour servir à Paris, j'ai une Renault 5, toute simple, comme ça, et elle est très agréable. C'est aussi l'homme du redressement de Renault, depuis près de 2 ans. Mais toute sa carrière, Georges Besse l'a faite dans le nucléaire. Ingénieur de l'école des mines, sorti 2e de Polytechnique, ce sont ses copains de promo qui sont venus chercher ce brillant jeune homme pour faire la bombe. Georges Besse rentre en 1955 au commissariat à l'énergie atomique. Ce laboratoire de réalisation ultramoderne comporte des séries de cellules où se poursuivent les travaux sur substances radioactives. Chacune renferme un ensemble d'enceintes spéciales étanches appelées boîtes à gants. La première bombe A française explose le 2 février 1960 dans le désert algérien à Regan. La France devient la 4e puissance atomique au monde et Georges Besse est l'un de ses bâtisseurs. Pendant ses 30 années dans le nucléaire, une femme l'a suivi partout jusqu'à ce qu'il parte chez Renault, Christiane Chéron, son assistante. On avait un patron et le jour où il a été assassiné, pour nous, ça a été on avait l'impression... Pompidou, qui avait dû revêtir la blouse blanche des techniciens, a visité les installations de la dernière unité de ce complexe, l'usine haute, qui doit fournir au printemps prochain de l'uranium-235 presque pur. C'est ici à Pierre-Latte qu'est fabriqué le combustible utilisé dans les bombes. Ce site militaire de la Drôme, c'est Georges Besse qui l'a construit. Georges Besse qui est au premier plan lors de la visite de Georges Pompidou. En pleine époque des 30 Glorieuses, Besse et son équipe sont les héros de la France nucléaire. On était fiers et on reste encore un groupe très fier de dire on a participé vraiment à ce que la France soit grande. Et ce soit vraiment une France qui allait de l'avant puisque on allait avoir notre usine d'enrichissement d'uranium. L'uranium, on en a d'autant plus besoin que le choc pétrolier de 1973 pousse l'Europe vers le tout nucléaire. Et à l'époque, on voit grand. En l'an 2000, pour se passer du pétrole en France, il faudra construire, tenez-vous bien, 900 centrales nucléaires. C'est vertigineux. En tout, 19 centrales ont vu le jour en France. Mais à l'époque, le besoin d'uranium enrichi semble démesuré. La France lance alors la construction d'une gigantesque usine d'enrichissement, Eurodif. Et pour ce chantier, c'est Georges Besse qui est choisi. Reste un détail, le budget de 11 milliards de francs n'est pas encore bouclé. C'est à 5000 km de Pierre-Latte, futur site de l'usine, que la France va trouver la solution en Iran. Pour éclairer le destin tragique de Georges Besse, revenons sur une histoire que la France a tenté d'enterrer, celle de la participation de l'Iran à notre aventure nucléaire. L'histoire commence à une époque où l'empereur d'Iran était reçu comme une vedette partout en France, comme ici dans un village de Provence. Bonjour Majesté, je vois pas la belle ville. Elle est belle, hein? Vous devez en être fier. Oui.
Ou dans un palais de la République, accueilli par Valéry Giscard d'Estaing et Madame en habit de gala. Ou en blouse blanche sur les sites nucléaires français. L'Iran du Shah est pour la France un réel partenaire à qui l'on promet tout. Et justement, le Shah veut faire de l'Iran une véritable puissance nucléaire. Celui à qui il a confié cette tâche, c'est Akbar Etmad, le monsieur nucléaire iranien. Aller découvrir ce qui est dans la tête d'un Shah, c'est pas facile. Et il a dit, pour le moment, nous sommes la puissance majeure dans le Moyen-Orient. Nous pouvons défendre nos intérêts proprement et on n'a pas besoin de la bombe nucléaire. Alors j'ai dit, Majesté, disons que maintenant c'est dans 10 ans, dans 15 ans, et le schéma a changé. Voilà, nous sommes autour de la table. Quelles sont vos options? Il n'a rien dit. Alors j'ai dit, dites-moi, est-ce que l'option nucléaire, militaire, peut être envisagée? Il a dit, pourquoi pas? J'ai compris que ma mission était de faire développer toutes les technologies et les moyens nécessaires en Iran pour qu'on soit prêt un jour, si on demande la bombe nucléaire, qu'on soit prêt pour le livrer. Voilà, c'était ma mission. Et quand Jacques Chirac arrive à Téhéran en décembre 1974 pour vendre des technologies françaises, Akbar Etmad en profite pour lui faire une proposition incroyable. Ensuite, je savais que la France, le commissariat à l'énergie atomique avait énormément de difficultés pour financer la construction de Rodif. Tout d'un coup, j'ai soulevé le problème. J'ai dit que je propose que l'Iran devienne membre de Rodif. Monsieur Chirac, au début, il a un peu sauté. Il ne s'attendait pas à ça. Le Premier ministre français hésite. Jamais aucun pays du Sud n'a été associé à un programme stratégique. Le dernier jour, pendant que Jacques Chirac visite la mosquée Motahari, Etmad, qui ne s'arrête pas à ce premier refus, va voir son empereur avec une idée en tête. Tout de suite après, je suis allé voir le Shah. J'ai dit, je veux $1 milliard. Il a dit, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, moi je sais qu'ils ont des difficultés. Moi je vais prêter de l'argent au commissariat à l'énergie atomique. Alors il a dit, allez-y, faites ce que vous voulez. Alors donc, je suis revenu, j'ai proposé le prêt d'$1 milliard pour le commissariat, etc. Monsieur Chirac, il a consulté ses ministres et puis ils ont accepté. Le soir même, à l'ambassade de France de Téhéran, Akbar Etmad peut sabler le champagne avec les ministres français. Avec ce $1 milliard, le Shah vient d'acheter sa participation à la plus grande usine de production d'uranium enrichi au monde. Les Iraniens auront donc droit à 10% de cet uranium. Et là-dessus, ils ne céderont jamais. Dans la Drôme, sur le site de Pierre Latte, les pétrodollars iraniens permettent à Georges Besse de commencer le chantier, le plus grand d'Europe. Et Georges Besse n'hésite pas à mettre les pieds dans les graviers pour superviser les travaux. À ses côtés, un jeune ingénieur nucléaire, Bertrand Barré. J'ai accompagné côté CEA ce que Besse était en train de construire côté Eurodif. J'ai été visiter le chantier dès le départ quand il n'y avait que du béton. J'ai vu installer le premier diffuseur, j'ai été tâter les barrières, enfin j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour montrer que je faisais partie de la famille. Quels sont les traits de personnalité de Georges Besse qui vous ont le plus marqué ou comment est-ce que vous le décririez? Sa puissance, si vous voulez, c'était vraiment... D'abord, il avait une grande présence physique, hein, il était grand, costaud, sa grosse tête ronde, des yeux brillants, très expressif, hein, y compris jusqu'à faire des grimaces pour bien montrer quand il était content ou pas. Il jouait de ça. Et son enfant, Georges Besse, le livre en temps, en heures et en budget. Un exploit fêté par une grande opération porte ouverte. Un paysage que vous avez peut-être reconnu en regardant ces images. Ce paysage, c'est celui du site de Tricastin où nous nous trouvons aujourd'hui pour une édition spéciale en compagnie du Premier ministre, Monsieur Raymond Barre. Et Monsieur le Premier ministre, voilà l'un des instruments de notre indépendance. C'est un instrument de notre indépendance, c'est un instrument de notre développement. Je crois que ces deux points doivent être très clairs. C'est un instrument de notre indépendance parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous aurons besoin d'uranium enrichi, il vaut mieux que nous le fassions nous-mêmes. Et mieux encore, il vaut mieux que nous le fassions en coopération et que nous puissions le vendre.